Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des droits de diffusion dans le sport avec mon invité François L'Hospitalier, off counsel chez BCTG Avocat. On parlera ensuite des outils de souveraineté dans le domaine de la défense avec Roland Montfort, associé chez BCLP. Et enfin, on évoquera la franchise participative. De quoi s'agit-il? Quel est l'intérêt de ce dispositif avec Jérôme Guillet, avocat associé chez Gouache Avocat. Voilà pour les titres Lex Inside, c'est parti. On commence cette émission avec un sujet central pour l'économie du sport, les droits de diffusion. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François L'Hospitalier, off counsel au sein du cabinet BCTG Avocat. François L'Hospitalier, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors pour bien comprendre les enjeux autour de cette question des droits de diffusion, tout d'abord, on va s'attarder à la définition. De quoi parle-t-on ? Alors le dispositif qu'il faut retenir lorsqu'on parle de droits de diffusion, c'est celui de l'article 333.1 du Code du sport, qui dispose que les fédérations sportives et les organisateurs sont propriétaires des droits d'exploitation des compétitions. Et dans le droit d'exploitation, il y a le droit de diffusion. Alors on entend souvent parler d'ayants droit. Qui sont ces ayants droit ? Ce sont des titulaires du droit d'exploitation audiovisuelle d'un événement sportif, et c'est cette titularité qui permet de négocier des contrats de diffusion. En pratique, les principaux ayants droit sportifs sont d'une part les organisateurs de compétitions comme les fédérations, les ligues, et d'autre part les clubs ou les sociétés sportives lorsque la loi ou les règlements fédéraux ont prévu ce type de dispositif. On en reparlera sans doute avec la Ligue de football professionnel qui est l'exemple type. Et puis ce qui est important, c'est de bien distinguer les ayants droit d'un côté des diffuseurs. Pourquoi c'est important de les distinguer ? Les ayants droit, eux, ils mettent en vente leurs droits que les diffuseurs vont pouvoir acquérir au terme de contrats de diffusion. Et puis, dernier point que je voudrais préciser, là aussi, qui me semble important, c'est on entend souvent parler de droits de diffusion, par opposition, ou souvent, comme on l'entend trop souvent, de droits TV. Aujourd'hui, les droits TV, c'est trop restrictif. On est effectivement dans une ère moderne où le digital a pris le pas sur beaucoup de diffusion classique. Donc, les droits de diffusion, c'est beaucoup plus large que les simples droits TV. D'accord. Donc maintenant, on a bien en tête ce que sont les droits de diffusion. On va venir sur les enjeux. Concrètement, c'est quoi les enjeux des droits de diffusion dans le sport professionnel ? Alors, l'enjeu des droits de diffusion, il est immense, puisque aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, les droits de diffusion représentent plus en revenus, c'est la première source de revenus pour les clubs, c'est au-dessus des droits de sponsoring, qui sont quand même là aussi conséquents, c'est au-dessus de la billetterie. Donc on voit bien qu'on a un enjeu absolument considérable pour le sport professionnel, et je dirais même pour le sport amateur, puisque une partie de ces revenus des droits de diffusion ruisselle, comme on le dit, auprès du sport amateur au travers la taxe Buffet. Et puis, il y a deux autres enjeux qui me semblent importants. C'est un enjeu d'exposition et un enjeu d'image. D'exposition parce qu'il faut trouver le meilleur équilibre entre une diffusion payante et une diffusion gratuite. Les équilibres, les avantages et les inconvénients ne sont pas toujours simples à déterminer. Ça, c'est un enjeu d'exposition. Et puis, un enjeu d'image, puisque la qualité du diffuseur, la qualité de sa production, et puis son offre commerciale, son tarif, sont des facteurs d'adhésion ou au contraire de rejet du public. Alors justement, on va parler d'un sport qui est particulièrement exposé, c'est le football, et on entend justement régulièrement cette question des droits de diffusion. On va revenir sur l'historique avant d'aborder concrètement ce sujet. Quelles sont les grandes étapes des droits de diffusion dans le football français ? Alors, je dirais que les droits de diffusion du football français, c'est un véritable feuilleton digne du série à rebondissement. Ça a commencé en 1984, au moment où Canal+ a acquis pour la première fois les droits du championnat de France de football. Et puis, ils les ont gardés pendant un certain nombre d'années. Il y a eu des tentatives en 1990, sur la fin des années 90 d'ailleurs, de percer avec de nouveaux acteurs comme Orange ou TPS. Et puis, c'est en 2012, l'arrivée de beIN Sport qui, là, a vraiment mis de la concurrence dans l'acquisition de ces droits, puisque sur la session 2012-2016, en général, les droits du foot sont attribués sur des périodes
de 4 ou 5 ans, en 2012-2016, la vente de ces droits, avec l'arrivée de beIN Sports sur le marché, a permis d'obtenir 600 millions d'euros. Donc on avait des montants qui étaient extrêmement conséquents. Mais ce n'était pas suffisant. On voulait aller encore un peu plus loin du côté de la Ligue et se rapprocher du milliard, qui était un peu un chiffre totem. On essaye de se rapprocher de ce que font les Anglais avec la Première Ligue. Absolument. Et c'est autour de la session 2020-2024, avec l'arrivée sur le marché de Mediapro, que le milliard a été obtenu. Mais, j'allais dire malheureusement... Ça s'est mal passé. Ça s'est pas très bien passé, effectivement. Certains ont qualifié ça de fiasco, même le fiasco Mediapro, comme on a pu l'entendre, puisque Mediapro a été défaillant, et c'est Amazon qui a récupéré ses droits. Là aussi, pour donner un chiffre, on est passé de ce fameux milliard, avec la défaillance de Mediapro, on est retombé à 640 millions, ce qui fait quand même 45% de baisse. C'est extrêmement important. Cet épisode, il a même donné lieu à une mission d'enquête parlementaire qui a été menée par Régis Roynico et Cédric Roussel. Puis c'est pas tout à fait fini, mais en 2024, on a un nouvel entrant, un de plus, DAZN, qui a acquis les droits de 8 matchs pour 400 millions et beIN pour 100 millions. Donc on était revenu à 500 millions. Mais là aussi, ça s'est pas très bien passé non plus, puisque face au faible nombre d'abonnés, en partie lié à une offre tarifaire qui n'était pas forcément très bien positionnée d'ailleurs, DAZN est sorti du contrat de la Ligue de football professionnel au bout d'un an seulement, alors qu'il avait un contrat de 5 ans. Donc on n'a pas trouvé la bonne formule et la LFP s'est ressaisie de la question du coup. Exactement, elle a opéré l'an dernier, en 2025, un virage assez structurant pour elle, puisqu'elle a cette fois-ci décidé de ne pas vendre ses droits, elle les a gardés pour elle, avec une stratégie d'hyper-distribution en créant sa propre plateforme qu'on appelle Ligue 1+. Qui a d'ailleurs été assez couronnée de succès, puisqu'elle a réussi à capter plus d'1 million d'abonnés en quelques mois seulement. Alors, on en reparlera après de Ligue 1+, mais avant, je voudrais parler d'un phénomène assez important, le phénomène du piratage, où on voit un certain nombre de vidéos des matchs en entier qui sont diffusés en streaming de manière illégale. Comment faire face à ce phénomène ? Alors, c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur pour le monde du sport, le piratage, et pour le football en particulier, parce que comme étant le sport le plus regardé, c'est forcément le plus piraté. Il y a différentes formes de piratage. Il y a le streaming illégal, il y a l'IPTV, ces fameux petits boîtiers qui se vendent au marché noir pour quelques dizaines d'euros et qui permettent d'accéder à un nombre de plateformes absolument conséquentes, de cinéma d'ailleurs, et pas uniquement de sport. Et puis la diffusion sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, etc. À titre d'exemple, pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, lors du dernier Classico OM-PSG, il y a 55% des gens qui ont regardé ce match au travers d'un moyen illicite. Donc plus de la moitié des téléspectateurs. Absolument. Et selon l'Arcom, qui est l'autorité de régulation, le manque à gagner pour ce visionnage illicite, elle l'évalue à 290 millions. Certains vont même jusqu'à 400 millions. On voit même si on met ce chiffre si on met en rapport exergue, au droit de diffusion, c'est plus que la vente des droits en tant que telle. Alors, peut-être rappeler le cadre législatif qui encadre le streaming. C'est la loi du 25 octobre 2021 qui a introduit l'article 333-10 du Code du sport. Donc là, c'est codifié dans le Code du sport. Un dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage, le fameux live streaming dont vous parliez. C'est un texte sur lequel l'APS, l'Association pour la protection des programmes sportifs, a beaucoup travaillé pour aboutir à ce qu'il soit voté, sur lequel j'ai contribué en son temps. Mais aujourd'hui, j'allais dire, c'est pas suffisant. On voit bien que dans le piratage, c'est toujours il y a encore le jeu. des leviers pour arrêter les pirates. Dernière question rapidement. Qu'est-ce qui explique le succès de Ligue 1+ et paradoxalement, les clubs ne s'y retrouvent pas ? C'est un vrai succès, Ligue 1+, on l'a dit. Plus d'1 200 000 abonnés. Il y a une qualité qui est tout à fait reconnue par tous. Mais malgré ce succès, on le voit bien par rapport aux revenus que ça se génère, c'est pas suffisant et les clubs vont avoir des difficultés économiques sur cette année et sur l'année prochaine. Donc, on n'est pas encore au bout du tunnel. Et ce démarrage intéressant fait que le modèle économique du football français doit quand même être trouvé. On va conclure là-dessus. Merci François L'Hospitalier. Je rappelle que vous êtes avocat of consult chez BCTG Avocats. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On change de domaine. On va parler des outils de souveraineté dans le domaine de la défense.
Dans un contexte international sous tension, quels sont les outils de souveraineté dans le domaine de la défense? On en parle tout de suite avec mon invité Roland Montfort, associé chez BCLP et qui est expert dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Roland Montfort, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, on va un peu de contexte. C'est bien avant de parler des outils de souveraineté dans le domaine de la défense, quel est le contexte international aujourd'hui? Alors le contexte international est extrêmement bouleversé, bien sûr, avec notamment la guerre en Ukraine, mais bien d'autres éléments, les menaces sur l'Iran. Donc on est face à un réarmement en fait assez général, mondial, avec la pression de la Chine notamment également. Et évidemment, l'Europe n'est pas en reste, avec un plan de refinancement prévu sur 4 ans de 800 milliards, ce qui est énorme. Et alors, en ce qui concerne la France, nous avons des positions assez récentes du ministre des Armées, Catherine Vautrin, notamment insistant bien entendu sur l'indépendance nucléaire de la France, également la souveraineté avec la préférence nationale pour nos industries hexagonales, mais également la coopération européenne, qui est absolument essentielle, que ce soit dans des programmes spécifiques ou de façon un petit peu globale. La France, évidemment, est engagée dans des actions multilatérales avec l'OTAN, mais également bilatérales. Et le ministre Vautrin a encore rappelé l'accord de coopération avec les Émirats arabes unis, par exemple, pour sa protection. Donc tout ça sont des éléments, bien sûr, à prendre en compte. Et tout ceci se fait de façon harmonieuse dans le cadre de l'imbrication de la France dans, bien sûr, son appartenance à l'Union européenne et les traités européens. Bon, on a vu le contexte international, on va s'intéresser maintenant au cœur du sujet. Concrètement, quels sont les outils de souveraineté dans le domaine de la défense à la disposition des États ? Alors, l'État français dispose de nombreux outils. Et je rappelle encore une fois que ces outils sont compatibles avec son appartenance à l'Union européenne, le traité européen qui prévoit certaines dérogations exceptionnelles en matière de souveraineté, donc pour l'intérêt général, pour la sécurité, évidemment, de l'État français. Alors, ces outils sont multiples parce que l'État, en fait, intervient dans cette industrie, dans ce secteur, avec différentes casquettes. L'État est à la fois le régulateur, il bénéficie évidemment de lois et de règlements déjà adoptés. L'État est également actionnaire et l'État est enfin partie contractante. Alors, donc plusieurs outils. Plusieurs outils à des titres différents. Donc, ce qui est assez connu et qui ressort dans la presse récemment, c'est le contrôle des investissements étrangers. Et dans le cadre d'un dossier assez récent, LMB, prise de participation américaine dans une entreprise française, LMB, l'État a non seulement utilisé la réglementation d'investissement étranger pour imposer des conditions très probablement, parce que c'est confidentiel, donc à l'acheteur américain, mais aussi a fait usage de l'action spécifique ou golden share, qui est aussi un des outils du dispositif français. Mais il y en a bien d'autres. Comme la plupart des programmes militaires sont commandés par la DGA, donc par l'État, l'État est aussi partie contractante, et dans un contrat, les juristes informés savent qu'il y a des clauses de changement de contrôle, donc qui permet à l'État, évidemment, de les utiliser en cas donc, de modification de l'actionnariat de ce type d'entreprise. Mais il y en a encore d'autres. Il y a le contrôle des exportations, il y a le régime des réquisitions, que l'on oublie parfois. Il y a aussi le régime des données confidentielles, avec la classification secret défense, très secret défense, ou diffusion restreinte, qui évidemment s'applique. Et il y en a encore d'autres, bien entendu, notamment la nomination d'un commissaire du gouvernement. Donc tout cela est évidemment encadré par la loi et les règlements. Il est assez difficile pour les praticiens et pour les industriels d'avoir des informations qui sont confidentielles, parce que rien n'est publié véritablement. C'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Il y a une seule exception quand même qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est qu'en cas d'usage de ce qu'on appelle la golden share ou l'action spécifique, il y a besoin d'un décret qui est donc publié au journal officiel. Au journal officiel, avec les droits que l'État se sera réservé dans ce dossier particulier pour exercer ses prérogatives souveraines. Sinon, sur les autres outils, les informations restent confidentielles. La plupart du temps, les informations restent confidentielles. Il y a juste encore deux publications que l'on peut consulter. Un, c'est le rapport fait par le ministère de l'économie sur l'utilisation de l'outil investissement étranger. Et là, on peut voir, par exemple, dans le rapport 2025, un nombre beaucoup plus important qu'auparavant, donc de dossiers qui ont été examinés, et un pourcentage assez intéressant. Il y a 52% de mémoire
des dossiers qui ont été revus par les services donc, du Trésor, qui ont donné lieu à une autorisation sous condition. Donc on voit bien que les autorisations sont données sous condition avec des engagements qui sont pris par l'acquéreur. Donc on dit oui, mais... Si, donc il y a un contrôle actif de l'État. Contrôle très actif de l'État et j'allais dire de plus en plus actif en raison du nombre de dossiers qui lui sont soumis, mais également parce que l'État se doit dans ce contexte global d'assurer la protection de l'intérêt général, qui est l'intérêt souverain de la France, et donc les services de l'État travaillent énormément, j'allais dire, mais également aussi, non seulement sur cet aspect régulateur, mais aussi par des prises de participation et la gestion de ces participations. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'outils. Face au contexte actuel que vous avez décrit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des limites à ces outils? Alors, il y a une des limites qui me vient en tête, c'est l'extraterritorialité de certains règlements, pas seulement français d'ailleurs. Donc je prends comme exemple les règlements IATAR et IR américains, c'est le contrôle des exportations avec des propriétés intellectuelles ou des équipements américains. Eh bien, ce type de mesure va s'imposer à nous. Si jamais, donc en France, vous avez un opérateur qui utilise dans son assemblage, sa fabrication ou sa production, des éléments américains, par exemple. Et réciproquement, nous avons aussi, nous, en Europe et en France, un contrôle des exportations étrangères. Donc nos matériels à nous qui sont exportés vont également être soumis donc, à ces règles de contrôle des exportations. Donc, outils adéquats, oui. Je pense que les outils sont généralement adéquats. Il manque évidemment un certain nombre de dispositifs. Comme quoi? Par exemple, j'ai lu récemment, et je trouvais que l'idée était bonne, c'est en cas pour les reconstitutions de stocks d'armement, de munitions, on doute que l'investissement privé puisse être très actif sur ce type, par exemple, d'investissement, puisque, évidemment, la fabrication d'armes, de matériel de guerre dont font partie les munitions, sont très, très réglementées, et on voit mal, à ce stade, comment, dans le dispositif français... Donc c'est plutôt à l'État d'investir davantage. Pour les munitions et le matériel de guerre, la fabrication, oui, probablement c'est à l'État d'investir, mais l'État est aussi le client. Forcément. Donc, il est à la fois peut-être dans le contrôle de la fabrication, mais aussi le principal client. Alors, si on revient à la pratique, vous avez cité déjà quelques exemples. Comment se comporte l'État en la matière pour la protection du secteur de la défense? Alors, comme vous l'avez rappelé, moi, j'interviens dans ce domaine depuis plus de 20 ans et j'ai eu l'occasion de négocier avec Bercy justement des engagements dans le cadre d'investissements étrangers. Et donc, j'ai trouvé en général que le service de l'État était pragmatique, mesuré, très réactif, pro-business également. Ils comprennent évidemment les besoins du maintien de l'emploi, de la croissance des entreprises françaises, fussent-elles détenues par des étrangers. Et j'ai trouvé aussi que dans l'ensemble, ils respectent le principe de proportionnalité qui est en fait le seul garde-fou que nous ayons. Puisque, pour faire simple, la plupart de ces réglementations qui donnent à l'État des pouvoirs assez forts et des prérogatives relativement souveraines ne sont encadrées que par ce principe de proportionnalité entre le risque et l'outil qui est mis pour réguler, mitiger, réduire le risque à un niveau raisonnable. Donc il faut faire une balance de ses intérêts, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qui peut étonner, évidemment, c'est la durée dans laquelle tout cela s'inscrit, puisque en général, des investissements dans le domaine de la défense, c'est le temps long. Et les équipements et les matériels fabriqués in fine pour le compte de l'État, évidemment, ont une durée de vie qui sont assez longues. Donc forcément, les engagements sont eux-mêmes de la même durée. On va conclure là-dessus. Merci Roland Montfort. Je rappelle que vous êtes associé chez BCLP. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, on change de domaine. On va parler de la franchise participative. On termine ce Lex Inside avec la finance participative. De quoi s'agit-il? Quels sont les intérêts de cet outil? On en parle avec Jérôme Guillet, avocat associé chez Gouache Avocat. Jérôme Guillet, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre accueil. On va parler ensemble donc de la franchise participative. Donc pour commencer, on va poser le cadre pour bien comprendre la franchise participative. De quoi s'agit-il? Alors la franchise participative, autrement appelée la franchise capitalistique, en fait c'est une opération qui combine deux relations de droit.
la première relation, une relation contractuelle, relation de franchise, donc par laquelle un franchiseur qui a connu un succès commercial éprouvé va conclure un contrat de franchise avec un indépendant, donc le franchisé. Et dans ce contrat de franchise, le franchiseur va s'engager à remettre à son franchisé sa marque, à lui fournir son savoir-faire et à lui fournir également une assistance technique et commerciale pour l'exécution de ce savoir-faire. Donc cette première brique du contrat de franchise, elle est assez connue, assez commune. La particularité de la franchise participative, c'est que va s'ajouter à cette relation contractuelle commerciale, une relation capitalistique où en fait le franchiseur va prendre une participation au capital du franchisé. En général, cette participation est minoritaire, mais c'est cela qui va faire la particularité de la franchise participative. Est-ce que c'est pas un peu contre nature par rapport à la franchise classique? Alors, c'est un peu, effectivement, on peut se poser cette question, puisque la franchise, en fait, est une opération entre deux indépendants. Deux indépendants qui ont un intérêt commun qui est le développement en fait, du chiffre d'affaires du franchisé auquel tout le monde, finalement, qui va bénéficier à tout le monde. Mais on peut se poser la question de savoir si cette prise de participation ne brouille pas un petit peu les lignes de l'indépendance. Et effectivement, c'est tout le sujet, toute la mesure à trouver entre indépendance et participation. Alors, pour bien comprendre, quel est l'intérêt de ce dispositif? Alors l'intérêt, c'est en général, plus généralement, en fait, d'aider le franchisé. On est en général face à un franchisé qui n'a pas forcément les fonds pour démarrer une activité en franchise, pour démarrer une exploitation d'activité. Et la franchise participative va être vue comme un moyen d'aide financière du franchiseur au franchisé. Une aide financière qui va être directe, puisque l'apport du franchiseur en fait, va renforcer les fonds propres du franchisé, et donc l'impact sera direct, et également un aspect de facilitation de l'accès au financement bancaire, puisque là on aura un véritable renforcement du dossier bancaire lorsque le franchisé se rapprochera des banques. Et l'intérêt n'est pas seulement du côté du franchisé, le franchiseur ici a aussi évidemment un intérêt. Son intérêt, ça va être de accélérer le développement de son réseau et l'accélérer au profit de profils de franchisés qu'il va estimer être des bons profils, mais qui n'ont pas les capacités financières suffisantes. Et donc typiquement, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre, par exemple, pour permettre à quelqu'un qui aujourd'hui va être un responsable salarié d'un magasin, parvenir à l'indépendance et donc d'avoir sa propre entreprise. Ça offre davantage de sécurité, selon vous, par rapport à la franchise classique? De sécurité, non. La franchise classique est déjà, disons, très sécurisée dès lors que les outils de la franchise sont bien mis en œuvre. Donc c'est davantage une notion de véritablement aide financière et de crédibilité vis-à-vis des banques. Donc de ce point de vue de crédibilité, oui, les banques sont un peu plus sécurisées lorsqu'elles voient que le franchiseur est derrière le franchisé pour l'obtention du financement. On va s'intéresser à l'organisation de cette franchise participative. Concrètement, quelle est l'organisation? L'organisation, alors comme je vous le disais, on a d'abord cette brique franchise, donc on a le contrat de franchise. Donc le contrat de franchise, les caractéristiques du contrat de franchise, la marque, le savoir-faire, l'assistance technique et commerciale fournie par le franchiseur. En contrepartie, du côté du franchisé, du versement d'une redevance, en général assise sur le chiffre d'affaires du franchisé, et du respect des normes édictées par le réseau. Donc, encore une fois, le contrat de franchise connu et assez classique. Vont s'ajouter à cela, évidemment, les statuts de la société franchisée, puisque, là encore une fois, le franchiseur et l'associé gérant de la société franchisée vont être tous les deux associés au sein du capital de la société franchisée. Et la pierre angulaire, finalement, de cette organisation, ça va être le pacte d'associés entre eux, qui va gérer et qui va régler, finalement, de manière très précise, en tout cas, il faut que ce soit très précis, les sujets de gouvernance. Quelles décisions sont prises par le franchisé seul? Sur quelles décisions est-ce que le franchiseur va avoir un droit de veto ou va-t-il devoir être consulté de manière obligatoire? Donc bien rédiger le pacte d'actionnaires. C'est capital. C'est capital. C'est vraiment ce qui va faire que l'équilibre va être trouvé ou pas.
Et donc, oui, c'est sujet de gouvernance, sujet évidemment financier, donc remontée de dividendes au parti en fin d'exercice, et sujet extrêmement important aussi, les clauses de liquidité des participations. Le franchiseur, lorsque il intervient pour aider financièrement son franchisé, en général, va s'engager sur une durée assez courte. Il va proposer à son franchisé un financement sur une participation quoi la capitale règle en général sur 2-3 ans. Et à 2-3 ans, on va organiser le rachat par le franchisé des participations prises par le franchiseur. Ou inversement, si au bout de X temps, le franchisé, en fait, finalement, ne souhaite pas poursuivre l'aventure, on va également pouvoir organiser, à l'inverse, le rachat par le franchiseur, départ du franchisé. Donc tout ça doit être prévu de manière très précise à l'avance, avec des métriques de détermination de prix par avance, avec des véritables promesses croisées de rachat. Donc bien anticiper la franchise participative. Comme tout dispositif, il y a des zones de vigilance. Quels sont les risques ? Alors, il y a effectivement des zones de vigilance. Les risques ne sont pas sur le schéma de la franchise participative en tant que telle. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Le risque va être lorsque finalement la mise en place de ce schéma va être motivée du côté du franchiseur par une volonté, par exemple, d'augmentation de son contrôle et de son pouvoir de surveillance. Et là, on va avoir un risque d'ingérence du franchiseur dans la gestion du franchisé, dont on rappelle qu'il doit rester indépendant pour que le schéma de la franchise fonctionne. Et également un risque éventuellement lorsque le franchiseur va utiliser ce mécanisme pour mettre des barrières à une éventuelle sortie du franchisé du réseau, notamment lorsque le contrat de franchise prend fin. Le principe est bien que le franchisé a une liberté de changer d'enseigne. Donc si, par le biais de clauses du pacte d'associés notamment, on met des obstacles à cela, on a un risque ici de restriction de la concurrence. C'est des choses que vous observez ? C'est des choses, en tout cas, sur lesquelles on va mettre en garde nos clients, évidemment, qu'on peut voir en jurisprudence. On a de la jurisprudence, notamment sur des sujets d'abus de minorité du franchiseur lorsqu'il est au capital du franchisé, qui, justement, va utiliser son pouvoir sa minorité pour bloquer des initiatives. Si je peux développer un petit peu le sujet de l'ingérence, du risque d'ingérence, en fait, le point va être lorsque cette ingérence va permettre finalement de remplir des conditions de requalification, notamment de la relation. Donc, lorsque la combinaison de ces actes va révéler un pouvoir de direction, eh bien, on aura un risque de requalification en contrat de travail. Lorsqu'on aura, par exemple, une influence déterminante du franchiseur sur le franchisé, on aura éventuellement un risque de concentration soumise à contrôle d'autorité de la concurrence. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Guillet. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Gouache Avocats. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.